Je vais te montrer le haut Omalo, là où Nuxar habite. Nous arrivons à Omalo et Levan me mène jusqu'à Nuxar. Nuxar est une figure de la Touchétie. Historien, il est la mémoire des lieux. Il a habité ici à l'année pendant 25 ans, mais aujourd'hui, comme les bergers, il redescend juste avant la fermeture de la route. Comment vas-tu? Ça va et toi? Voilà Nuxar. Comment allez-vous? Nuxar prépare son départ vers la plaine. Je le retrouverai pour dîner. En attendant, je vais faire un tour et m'imprégner du paysage. Je suis enfin en Touchétie. Il y a un petit pic neigeux là-bas au fond. On va voir s'il y a quelqu'un dessus. Pourquoi si peu de gens restent finalement? Est-ce parce que les conditions sont trop rudes ou parce que l'histoire a rattrapé ces terres isolées? C'est moi le Tamada? Oui. Commençons par Dieu. Gloire à Dieu, à notre invité, qu'il soit bienvenu en Touchétie. Que soient toujours heureux les va-et-vient en Touchétie. J'ai vu que beaucoup de Touches habitent à Albany. J'ai compris que les familles vivaient en Touchétie avant. Quand est-ce que c'est arrivé? À quel moment les familles sont descendues? Les Touches sont partis en 1959. Sous prétexte de faire un kolkhoz à Albany, le gouvernement soviétique, les services secrets, ont déplacé notre population à Albany. Alors qu'ici, il y avait tout. On avait des écoles dans chaque vallée et ils nous ont déplacés à Albany. Ils nous ont coupés de nos racines historiques. Mais vous avez gardé vos maisons en Touchétie et vous revenez l'été? Quand les Touches sont descendus dans la vallée, ils sont devenus des fermiers migrants. Ils descendent à l'automne et reviennent au printemps. C'est comme ça qu'ils sont devenus des habitants temporaires. C'est très intéressant ce que tu nous as raconté. Nous sommes là, isolés en Touchétie, et à Moscou, des projets politiques ont été planifiés concernant cette terre. À ta santé. Buisson, buisson. Ça me manque de passer l'hiver en Touchétie. La nature va s'endormir, les arbres devenir jaunes, et à un moment, même l'eau sera silencieuse. Dans 3-4 jours au maximum, on sera à Albany. Mais à un moment donné, à l'âge de la retraite, je reviendrai certainement m'installer dans ma région. Ce sera un vrai luxe pour moi de vivre à l'écart, librement et en harmonie avec la nature.
Nugsar a été le dernier professeur de l'école d'Omalo. Comme tous ceux qui l'ont quitté à cause des aléas historiques, il emporte avec lui et dans la plaine la nostalgie de la Touchétie. Les tours de guet du village qui ont traversé les siècles sont le symbole de cet ancrage inébranlable. D'Omalo, nous nous rendons à Chenako, proche de la frontière russe. 10 km de pentes abruptes. C'est la fin du voyage de Levan et Bouko. Ils ramènent les chevaux au dernier couple de fermiers à vivre à l'année dans la montagne. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Voici Kako. Et Eliko, Grégory. enchanté. Enchanté. Eliko et Kako sont encore dans leur maison d'été sur le versant nord du vallon. De là, Kako surveille les bêtes dans l'étable, à côté de la maison d'hiver baignée par le soleil du sud, où dans quelques jours, ils déménageront. L'activité est déjà au ralenti, et leur vie bascule doucement vers le calme hivernal. Hé Lady, qu'est-ce que tu fais là? Attends. Levez-vous, madame. Allez, bouge-toi. Je découvre Eliko et Kako. Ce sont des résistants et des idéalistes. 20 ans après avoir poussé les Touches à descendre travailler dans les kolkhozes, le gouvernement soviétique les a enjoints, au début des années 80, à remonter dans les montagnes. Kako et Eliko ont fait partie de cette vague de retour motivée par les promesses du gouvernement et la construction d'infrastructures, postes, écoles, lignes électriques. Dans les années 80, c'était le projet Renaissance de la montagne. On promettait un soutien à ceux qui iraient vivre à la montagne. Nous n'avions rien, nous sommes partis de zéro. La vie était très difficile, mais on croyait à l'avenir. Après, l'Union soviétique s'est effondrée. Tout le monde est parti petit à petit. Nous sommes déjà habitués à cette vie-là. Nous ne voulons pas l'abandonner. Le village est déjà vide et si nous partons, on perdra cet endroit définitivement. Kako et Eliko sont les dernières vigies du village. Sans eux, Chenako s'endormirait en hiver et ne se réveillerait qu'à la belle saison, avec la réouverture des maisons d'été, dont la majorité sont devenues des chambres d'hôtes. Ce serait la fin de cette agriculture de montagne qu'ils tentent de faire perdurer. En les écoutant, en les regardant, je pense à Shalva, le photographe touche dont le travail m'a ouvert les portes de ce monde. Est-ce que vous auriez un drap blanc? J'en ai un, il est accroché sur une corde là-bas. Ah merci. Alors j'improvise un studio photo et je propose à Eliko et Kako de faire des portraits posés, symbole de ce temps plus figé de l'hiver. C'est un beau studio, non? Vous me prenez pour une comédienne d'Hollywood ou quoi? C'est super. Est-ce que vous connaissez le travail du photographe Shalva Al-Khanaidze? Oui, il a fait ma photo une fois. C'était un photographe connu. C'est lui-même qui m'a montré la photo l'année suivante. Vous pouvez me regarder s'il vous plaît? Regardez-moi s'il vous plaît. Je voudrais faire des portraits simples, comme Shalva les faisait quand les gens posaient pour leurs photos de passeport à Albany. C'est moi avec le ruban. Vraiment? Sans le savoir, j'avais avec moi le portrait d'Eliko pris 40 ans auparavant par Shalva à Albany. Plus qu'un hommage, j'ai l'impression de participer à perpétuer une histoire, celle des Touches, celle de Kako et Eliko. Fermez les yeux, s'il vous plaît.
Après la séance photo, Eliko se confie à moi et m'emmène découvrir son jardin secret qu'elle rêve de voir éclore à nouveau. De la littérature, des livres d'enfants, des romans. Il y a de tout. Ce sont des vieux livres. Il y avait une bibliothèque en 1984 et les livres datent de cette époque. Elle a été fermée à partir de 1988-89, quand il y a eu tous ces troubles, l'effondrement de l'Union soviétique. Les responsables du département de la culture ont changé tellement de fois depuis qu'ils les ont tout simplement oubliés. La bibliothèque de Chenako n'existe plus. Elle a disparu. Et là, rangée et attachée comme ça, personne ne devine leur existence. C'est pour ça que je voudrais remonter une bibliothèque, pour le bonheur de ces livres et des gens également. Dans le calme de la nuit, je songe à la force d'âme de Kako et Eliko, gardiens d'un troupeau, d'un village et d'une bibliothèque endormis depuis plus de 30 ans. Le tirage photographique m'impose un ralentissement. J'ai l'impression ainsi de me mettre au diapason de leur vie. À notre époque, où nous vivons cette accélération, cette profusion d'images, je ressens ce luxe de prendre autant de temps pour faire juste 2 ou 3 tirages. C'est assez beau parce qu'il y a une sorte de texture un peu floutée, un petit peu étrange, évanescente. Le temps, la patience, toute cette vie est là, dans le visage d'Eliko. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Il veut nous montrer. Tu préfères ça? Celle-ci, elle est bien. Elle est réellement celle que je suis. Merci. Merci. Comme j'ai vieilli. Et quelle fille tu étais? Voilà, j'étais une fille de 20 ans quand je suis montée en Touchéti, à Chenako, et tu vois comme j'ai vieilli après tout ce temps passé ici. Ce que j'aime dans ces tirages, c'est qu'ils ont été faits à la lumière de la lune de Chenako. Ils ont été rincés avec l'eau de Chenako. Ils ont séché dans votre maison et ils ont pris la pluie de Chenako ce matin. Et tout ça s'est réuni dans ce même morceau de papier.